Sud Radio, les vraies voix de la présidentielle. Philippe David. C'est Vladimir Poutine qui annonce reconnaître l'indépendance des séparatistes pro-russes d'Ukraine et signe dans la foulée des accords d'amitié et d'entraide avec ces territoires. Je cite, « Je juge nécessaire de prendre cette décision qui était mûre depuis longtemps, immédiatement reconnaître l'indépendance de la République populaire du Donetsk et de la République populaire de Lugansk. » Nous sommes en compagnie de Cyril Bray, professeur à Sciences Po, chercheur associé à l'Institut Notre Europe Jacques Delors, auteur du livre Union Européenne-Russie, les sanctions et après, et d'un long dossier sur la Russie dans l'Éléphant, la revue de culture générale de ce mois-ci. Cyril Bray, bonsoir. Bonsoir. Tout d'abord, que signifient ces annonces de Vladimir Poutine ? Eh ben, ça veut dire qu'il vient de franchir le Rubicon, il est sorti du placard. Jusqu'ici, on croyait et il entretenait la fiction qu'il n'y avait pas de soldats russes en Ukraine, que c'était simplement une guerre civile entre des Ukrainiens pro-russes et des Ukrainiens pro-ukrainiens. Là maintenant, il reconnaît des territoires, il leur reconnaît l'indépendance et il envoie immédiatement des troupes russes pour les défendre contre une hypothétique agression de la part du gouvernement de Kiev. Donc aujourd'hui, il y a officiellement des militaires russes en opération sur le sol ukrainien en dehors de la Crimée. Vous voulez poser une question, Guillaume Carayon ? Non, la position de Valérie Pécresse, elle est très claire sur le sujet. Nous, on considère qu'il faut faire preuve d'une fermeté d'acier avec Vladimir Poutine. Je crois qu'il croit qu'à la force. Emmanuel Macron a été humilié. Il est allé en Russie pour négocier avec lui. Finalement, il ne s'est absolument rien passé. On nous a parlé de désescalade. Des tensions n'ont jamais été aussi importantes. Il faut d'abord vraiment permettre cette désescalade et ensuite renégocier les accords de sécurité en Europe. Et je crois qu'il faut évidemment pas transiger sur le fait que l'Ukraine ne rentrera pas dans l'OTAN. C'est ce que demande la Russie. C'est la condition sine qua non pour permettre la désescalade des tensions. Et c'est évidemment vital pour l'avenir de la sécurité en Europe. Cyril Bray. La Russie comprend le rapport de force. Et le rapport de force ne se limite pas à la militaire. Donc l'Union européenne doit absolument prendre aujourd'hui un train de sanctions nouveau, beaucoup plus fort, beaucoup plus énergique. C'est ce qu'elle est en train d'annoncer. Car si elle n'en prenait pas, qu'est-ce qui se passerait ? On dirait tout simplement que l'Union européenne acquiesce au coup de force mené par la Russie. Et donc il faut aujourd'hui que l'Union européenne parvienne à juguler cette avancée, parce que ça n'est qu'un premier acte. À partir de Lugansk, à partir de Donetsk, où vont s'arrêter les troupes russes. Là, jusqu'ici, elles sont entrées sur le territoire ukrainien sans tirer un coup de feu. Demain, si elles veulent, par exemple, établir une continuité territoriale entre l'Est, Lugansk et Donetsk, et le Sud, la Crimée, il va falloir que les armes à la main, elles aillent affronter les troupes ukrainiennes, et donc ça veut dire une guerre de très haute intensité, avec des dizaines, voire des centaines de morts sur le territoire de l'Europe. Il est indispensable de retrouver l'architecture de sécurité collective en Europe, qui est aujourd'hui en lambeaux. Alors, je dis, ça tombe à l'instant, il y a quelques minutes. Selon l'AFP, en Ukraine, l'OTAN s'attend à une attaque de grande envergure de la Russie. C'est Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, qui l'affirme. Benjamin Lucas. Oui, moi je veux d'abord avoir, comme Yannick Jadot, une pensée de solidarité pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens. L'Ukraine est une nation souveraine qui a le droit à la sécurité, à la paix et à choisir en toute indépendance son avenir. Comment elle entend le construire et avec qui ? Et donc il faut une condamnation ferme. Et moi je suis toujours choqué dans le débat politique français de la complaisance, de la soumission, voire de l'admiration qu'ont beaucoup à l'égard du dictateur Vladimir Poutine. Et j'emploie ce terme dictateur. Je crois qu'il est important qu'on le reconnaisse parce qu'on a toujours une espèce d'euphémisation avec Poutine ou d'admiration un peu malsaine où on explique que c'est pas vraiment sa faute, c'est un peu les Ukrainiens, c'est un peu ceci, c'est un peu cela. Bon, il y a quand même une agression aujourd'hui russe inacceptable. Et ensuite, monsieur l'évoquait, il y a la question du rapport de force. Pour qu'il y ait du rapport de force, il faut effectivement de la force. Et je crois que là, tout cela nous démontre, on n'a pas le temps de faire un débat de 2 heures là-dessus, mais démontre l'importance de l'Europe, de l'Union européenne. Voilà pourquoi il faut construire et renforcer l'Union européenne si nous voulons être forts dans un monde dangereux face à la tentation impérialiste, même pas la tentation, face aux agressions impérialistes de Vladimir Poutine. Il faut une Union européenne forte, collective, qui parle d'une voix unie et qui impose ses décisions et qui fasse respecter ses décisions. Sinon, si nous allons vers les aventures présidentielles qu'on nous propose avec un rétrécissement, avec un abandon de l'idéal européen, avec des velléités nationalistes, alors nous serons écrasés sous le poids de ces grands empires. Cyril Bray.
Oui, il est indispensable que la France ait une politique russe qui soit marquée par la fermeté, mais la France, quelle que soit l'orientation politique de ses dirigeants, a toujours eu vis-à-vis de la Russie un statut tout à fait particulier. D'abord parce que la France est la seule grande puissance militaire de l'Union européenne, maintenant que le Royaume-Uni nous a quittés. Et c'est la seule chose que respecte la Russie. Deuxièmement, la Russie a une relation particulière, la France a une relation particulière avec la Russie parce qu'elle ne dépend pas de son gaz, en tout cas pas autant que les autres économies européennes. Son parc nucléaire lui donne une indépendance, une liberté de mouvement à l'égard de la Russie que n'a par exemple pas l'Allemagne. Et puis, troisième facteur, la France a à l'égard de l'OTAN une fidélité certaine, mais une fidélité critique, qui la place dans une position tout à fait particulière pour négocier les accords de sécurité collective aujourd'hui en Europe. Les tentatives du président Macron à Moscou n'ont pas permis d'enrayer la spirale dans laquelle la présidence Poutine s'est enrayée, mais c'était une démarche indispensable car seule la France, seul le président français, quel qu'il soit, pouvait engager cette démarche, être reçu à Moscou et être entendu avec la crédibilité militaire que notre pays a à Moscou. Court. Ouais, très court. Vous avez soulevé la question du gaz russe. Et effectivement, la vraie question pour l'Europe aujourd'hui, l'une des grandes questions, c'est de sortir de cette dépendance-là. Et ça prouve, encore une fois, la nécessité de la transition écologique et d'une transition écologique ambitieuse. Donc on voit bien que cette question-là, la question de la crise ukrainienne et les questions qu'elle pose, est au cœur de la campagne présidentielle. Et plutôt que des débats périphériques sur les sondages, les prénoms des uns, les religions des autres, voilà ce dont on parle, c'est-à-dire la transition écologique aujourd'hui, y compris pour garantir notre indépendance. Sur l'Ukraine. Et l'indépendance énergétique, c'est le nucléaire en France. Et vous êtes on produit beaucoup d'uranium, on en trouve beaucoup en France. On en trouve, rassurez-vous, il y en a toujours. Et c'est beaucoup plus facile de trouver de l'uranium aujourd'hui que notre dépendance au gaz russe. Donc avec Éric Zemmour, on recrée l'indépendance énergétique de la France par le nucléaire. Mais pour répondre sur l'Ukraine de manière très claire, moi je pense que le débat est arrivé au bon endroit. C'est la question de la puissance de notre pays. Et c'est la question de la capacité de la France à incarner une puissance d'équilibre. Aujourd'hui, la France n'est plus cette puissance d'équilibre. Aujourd'hui, la France et Emmanuel Macron ne sont pas parvenus à jouer un rôle dans ce conflit. Ce que dit Éric Zemmour, c'est qu'il faut le respect de la souveraineté et des frontières de l'Ukraine. Ce que dit Éric Zemmour, c'est que la guerre doit être évitée. Ce que dit également Éric Zemmour, c'est que la responsabilité de la situation actuelle incombe en premier lieu à la Russie. On est très clair là-dessus. En revanche, nous, on est parfaitement gênés de voir l'attitude des Occidentaux, de l'Union européenne et de l'OTAN, qui ont méprisé les préoccupations sécuritaires légitimes de la Russie et qui n'ont jamais voulu s'inscrire avec la Russie dans un dialogue sérieux. La situation, on y arrive aujourd'hui du fait de la pression des Américains, de l'OTAN et de l'alignement de l'Union européenne sur ces positions-là. Nous devons donc retrouver le rôle d'équilibre de la France. J'entends parler de sanctions, mais les sanctions, elles ont été inefficaces. Les sanctions, elles renforceront Vladimir Poutine dans sa posture aujourd'hui. Eh bien, je crois qu'il est urgent de retrouver une puissance, il est urgent de renforcer notre armée. C'est Éric Zemmour qui propose un second porte-avions, qui propose de renforcer nos capacités militaires de manière très claire pour que la France puisse à nouveau être une grande puissance d'équilibre. Cyril Bray. Oui, la France puissance d'équilibre. Tout à fait. Et c'est sans doute la raison pour laquelle elle est entendue aussi bien à Washington qu'à Moscou. Et c'est pour cette raison que notre pays est nécessairement partie de la solution de la sécurité en Europe. Nous revenons à une époque de la géopolitique où le droit n'est plus que subordonné aux armes et où c'est la puissance brute dans toutes ses dimensions, cyber, sur les théâtres d'opération, qui prime sur toute autre considération de règlement des différends. Notre pays a conservé, développé, nourri toute une capacité de production technologique, de capacité d'intervention qu'elle a forgée dans toutes les interventions qu'elle a menées à travers le monde, qui la pose comme un pivot de la puissance européenne. Sans la France, l'Union européenne est un géant économique qui reste un nain politique. Dernière question pour une réponse courte. Est-ce qu'il y a vraiment un risque de guerre ? Ah oui, il est imminent et les combats n'ont jamais cessé depuis 2014. Ils se sont intensifiés depuis le week-end. Oui, le risque est immense. Mais uniquement en Ukraine ou élargi ? Si l'Ukraine est envahie, nécessairement les mécanismes de solidarité enrôleront d'autres pays dans ce conflit.
Donc il est élargi. Merci beaucoup Cyril Bray, prof à Sciences Po, chercheur associé à l'Institut Notre Europe Jacques Delors, auteur du livre Union européenne, Russie, les sanctions et après, et auteur d'un long dossier sur la Russie dans L'Éléphant, la revue de culture générale du mois. Tout de suite, notre grand débat. En quel candidat avez-vous le plus confiance pour assurer la sécurité des Français? Manifestement, c'est les partisans d'Éric Zemmour qui se mobilisent pour voter sur Twitter, ça vote beaucoup. Ou les Français qui pensent qu'Éric Zemmour pourra les protéger. Puisqu'ils sont 61,4% à dire Éric Zemmour, 16,9% Valérie Pécresse, 0,3% Yannick Jadot, faut dire à vos copains. J'ai une marge de progression dans l'émission. Et un autre candidat, 21,3%, on se retrouve tout de suite.